Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme dirait l'autre, ça y est, ça recommence. Ah oui, ça recommence comme un lundi. Bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue, ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? Ouais, ce week-end normand était bon? Excellent. Ouais, excellent. Tant mieux, vous avez pris des couleurs. Oui. Vous avez pris des kilos. Ah non, Non, c'est une question. C'est une question qu'on a Vous avez posée. mangé du poulet au cidre? Il est en phase de décélération culinaire, m'en parlant. C'est vrai ou je me... Non. Oui, non, poisson, parce qu'en Normandie, le poisson, ça mérite quand même d'être dégusté. Vous mangez avec quoi? Mayonnaise? Non. Bien sûr. Fraîche, Non, ça n'a aucun intérêt sinon. Parce que j'ai du mal à l'imaginer de poisson, tu vois, bouilli, quoi, le truc, la raie juste bouillie avec 2 pommes de terre, c'est pas Vous avez parlé d'Annette, c'est une ville des Yvelines. Je tiens à saluer Loïc et Sandrine. On était au resto à côté d'eux et ils écoutent Les Vraies Voix tous les soirs et ils adorent l'émission. Donc je voulais les saluer. Je dis un chauve qui mange de la raie, ça me fait marrer. Allez. On va pas couper les cheveux en 4. Excellent, ma chère c'est bien, elle a un esprit Dis donc, d'approprié. Maxime, notre réalisateur, Oui, était drôle. Pour une fois qu'il y a Elle quelqu'un était qui fait une drôle. bonne blague. Pour un début, Maxime, c'est bien. Pour une fois que c'est pas moi qui me prends ce jingle. C'est pas la meilleure blague de la Terre, mais bon, pour démarrer, je trouve. Elle est pas mal. Ça va. Pour un lundi, ça va. Mais c'est vrai, j'aurais pu faire mieux, vous avez raison. Allez, un peu de sérieux. Le grand débat du jour à 17h30 au sommaire de cette émission. Pas de débordement comme redouté, mais pas non plus de foule des grands jours comme espéré par les partis hier. Le Rassemblement National place de Vauban à Paris, LFI et les écologistes place de la République, EPR à Saint-Denis. Les dimanches politiques n'ont pas fait le point, loin de là, quelques milliers de militants seulement. Alors parlons vrai. Est-ce que les faibles mobilisations d'hier ne montrent pas le ras-le-bol des Français? Et à cette question, RN, LFI, ELV, EPR, les partis politiques ont-ils perdu leur capacité de mobilisation? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec tous ces acronymes, on a l'impression d'être dans la police ou la gendarmerie. Allez, Philippe Moreau sera notre invité, consultant en communication politique et professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Les bourses du monde entier dévissent depuis leur réouverture ce matin. Suite à l'entrée en vigueur des droits de douane de Donald Trump, ce matin, les bourses mondiales ont donc totalement dégringolé. Alors parlons vrai. Est-ce que ces chutes des bourses sont comparables à celles d'octobre 1929? Et à cette question, chute des bourses, va-t-on vers une nouvelle crise mondiale? Eh bien, vous êtes plutôt optimiste puisque vous dites non à 60%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et le prix, quel que soit l'état des bourses, est toujours de 5 centimes TTC par appel. Notre invité Didier Testo sera avec nous, un spécialiste des marchés financiers et fondateur de la Bourse et la Vie TV, que vous retrouvez tous les dimanches, bien entendu, sur Sud Radio, dans l'info Éco Plus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir mes amis. Tout va bien, hein, vous me le demandez, donc je réponds. Non mais c'est important. Anticipation. Non mais c'est important de savoir quel est le niveau de... Voilà. Le jour où vous arriverez en me disant vous commencez à me saouler, là je saurais que il faudrait que je rame pour vous récupérer. Il y a 2 jours que j'adore, le lundi et le vendredi. Ah oui, c'est marrant, jamais le lundi, et vous dites pas le mercredi, ça c'est ignoble. Hein, parce que je vous aime beaucoup, aussi. Françoise, quand vous y êtes, l'intelligence s'élève. Ouais. Ah je ne sais pas comment je dois le prendre. Non mais c'est vrai. Je voulais juste... Bonsoir Françoise de Gaulle. Là ça fait trop mal. Vous savez que je suis très étonné que Philippe David n'ait pas commencé les blagues pourries sur Moisy, sur les bourses, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que vous ne le souhaitiez pas. Je ne le souhaite pas, mais ça me fait rire quand même. Je ne vous cache pas que j'y ai pensé aussi. D'autres s'en sont chargés ce matin dans la réunion. Ouais, ça m'étonne pas. Alors c'était quoi? Bon, écoutez Philippe, ça va. Il y a des réunions qui restent off. Voilà. Bérangère Dubu est avec nous, chef d'entreprise dirigeante du syndicat des courtiers en crédit. Bonsoir. Bérangère. Bonsoir à tous. Comment ça va Bérangère? Je vais très bien. Bérangère, elle a passé un week-end sur le pavé, j'ai envie de dire. À manifester, donc j'ai peut-être pas trop de voix aujourd'hui, mais j'en avais hier. Ça va nous arranger parce que d'habitude c'est un peu fort. Et là, ça va se détendre un petit peu. Allez. C'était pour les ZFE, contre les ZFE. On est en train de se dire, elle était où? À République, place Vauban. Ça commence la suspension. J'ai eu un doute sur LFI, mais j'ai eu un grand doute sur le RN aussi. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un doute ni sur LFI, ni sur le RN. C'est pour ça que je me disais, mais quelle était la manif? Il y avait les motards en colère aussi. Il y avait quelqu'un qui a marqué sur son t-shirt pipelette alors qu'elle n'a pas de voix, ça va être bien aussi. Allez, le 0826 300 300, Luc qui nous appelle du Perreux-sur-Marne. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc.
Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités. Bienvenue. Vous voulez revenir sur une Europe toujours plus intrusive dans nos vies et qui nous impose des mesures restrictives et très restrictives, justement. Eh ben, vous m'avez piqué mon entrée. Eh ben, voilà, pardon. Voilà, allez-y, continuez. On va passer au plat de résistance, alors. Hein. Je voulais dire effectivement que cette Europe à laquelle nous sommes majoritairement opposés et qu'on nous a imposé, effectivement, est toujours plus intrusive. Elle nous impose des mesures restrictives qui influent grandement sur notre vie, prétexte de nous la simplifier et de nous ramener dans un droit chemin vertueux, tracé par tous ces eurocrates. Ah, c'est pas faux, hein. C'est pas faux, on va faire réagir les vrais voix. J'ai l'impression que notre ami développe un discours qui devient presque majoritaire en France et pas seulement depuis 2005. Il y a 20 ans, c'est ça. Il me semble tout de même que même pour quelqu'un qui croyait avoir l'esprit européen comme moi, eh bien, il y a une bureaucratie qui est en train de détruire ce qu'il y avait de rêve dans l'esprit européen. Mais peut-être ai-je tort. Oui, parce que le résultat des élections européennes montre justement que les partis qui n'aiment pas l'Europe sont eurosceptiques, n'ont pas gagné. Et quand vous additionnez Glucksmann, vous additionnez Macron, les Verts, etc., les amoureux de l'Europe, moi je pense pas du tout que l'Europe est perdue. En fait, pas du tout, bien au contraire. Donc, les eurosceptiques ont perdu quand même, les Européens. 2 secondes. Si, bien sûr. Ah ben non. 2 secondes. J'ai toujours du mal à m'exprimer en 2 secondes, donc je passe mon tour. On passe mon tour. Allez, parce qu'on est très en retard. Merci beaucoup, Luc. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Et ça démarre fort cette émission. Si on est déjà en retard maintenant, ça va être compliqué. Le réquisitoire du procureur dans un instant. Je vais parler de Rachida Dati. Rachida Dati. Très rapidement. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Soyez les bienvenus. On vous souhaite un bon début de semaine avec Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table de jeunesse, ça va, je vous dérange pas? Nous étions en train de parler des heures de sommeil. J'étais en train de parler de sujets passionnants. Oui, j'aurais pas dû parler alors. D'accord, c'était passionnant. C'est passionnant. Promis, on se tait. Non, mais si possible pas pendant 3 heures, sinon ça va être compliqué. Parce que l'émission est faite autour de vous. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Bérangère Dubu. Et tout de suite, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur Rachida Dati, qui est de retour au LR, mais avec une neutralité quasi helvétique. Oui, en fait, je ne veux pas vraiment requérir contre Rachida Dati, que je connais bien par ailleurs, sur laquelle j'ai des jugements qui peuvent être parfois contrastés, mais je note qu'elle revient en effet dans la droite républicaine et qu'elle va faire l'objet, qu'elle va se fixer une obligation de réserve, puisqu'elle ne choisira pas entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que dans tous les camps, il y a parfois des glissements comme ça, comme si en réalité les convictions inébranlables n'avaient plus beaucoup de prise et de cours aujourd'hui dans notre monde politique. Et peut-être en suis-je moi-même un triste exemple, puisque par moments, je me sens presque plus proche de certaines pensées antagonistes que des miennes propres. Donc, Rachida Dati, je ne sais pas ce qu'elle prépare, ce qu'elle prévoit. En tout cas, je doute qu'elle ne donne pas à un certain moment son avis. Et nous avons entendu ce matin, d'ailleurs, sur Sud Radio, Laurent Wauquiez qui a parlé de cette joute Retailleau-Wauquiez. Moi, je pense qu'elle ne donnera pas son avis parce qu'elle veut gagner Paris et que Paris est très difficile à gagner. Ouais. Et puis Rachida Dati, c'est pas Nourieff qui passe à l'ouest. Hein. Un jour, aller-report d'Orly, elle est quand même passée de chez Macron à la droite, donc je vois pas non plus une grande révolution. Ouais. Donc elle revient, elle est intelligente, elle a besoin du parti pour gagner Paris. Tout simplement. Donc voilà, ça me paraît tout à fait cohérent. Bérangère. Alors moi, Rachida Dati est une des femmes qui m'inspire et qui m'a toujours inspirée. Je pense qu'au-delà de la politique, c'est la femme, moi en tant que femme, qui m'inspire. Ce petit bout de femme, je l'ai jamais vu en vrai, mais qui a pas l'air très grande et très épaisse, qui a été capable de tenir tête à tous les machos des Républicains, aux hommes, qui a fait sa carrière, qui a élevé, vous vous rappelez, sa petite fille, qui est retournée après avoir couché. En tant que femme, je ne pourrais accoucher. Après avoir accouché, qui est retournée au ministère, pardon. Faut faire attention. Parce que là, votre langue a fourché, le lapsus, c'était non, je voulais pas dire ça. Je pense que moi, c'est le genre de dirigeante
sur lequel je ne peux rien dire, et j'espère, et je trouve que c'est un vrai modèle. Et sa neutralité-là, je ne la mets pas sur le compte d'une quelconque stratégie ou faiblesse, puisqu'on sait bien que c'est une femme de conviction. Donc attendons juste. Et je pense toujours qu'il ne faut jamais... Moi, je n'oserais pas requérir contre Rachida Dati. S'il y a bien quelqu'un où je n'oserais jamais rien dire et qui me ferait peur malgré mon cœur, c'est bien elle. C'est une femme de tête. Et je suis très heureuse aujourd'hui de voir qu'elle est bien partie pour la mairie de Paris. Je trouve que c'est bien qu'elle vienne dans les Républicains. C'est les dirigeants qui nous manquaient, je crois. Et j'en suis très heureuse. Ouais, après, elle est sui generis, hein, Rachida Dati. C'est-à-dire qu'elle ne représente qu'elle-même. Elle connaît très bien ce terme de droit. Elle est quand même tout à fait imprévisible. C'est pas quelqu'un qui peut être structuré, et puis Paris, ça va être facile à gagner. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'obstacles, y compris un calendrier judiciaire qui va peut-être... Ce qui va être intéressant, justement. Elle est passionnante, c'est une personnalité clivante, mais qui se suffit elle-même, en fait, Rachida Dati. Prise dans un ensemble, ça marche pas, Rachida. Une vraie chef. Oh, la chef de rien. Et c'est la place du carton, en fait. C'est une vraie chef, une vraie leader. Elle se chef elle-même, en fait. Elle se chef elle-même. Mais quand on est chef, c'est qu'on a une équipe. Elle n'en a pas. Elle a usé tous ses collaborateurs. Elle est quasiment... Je trouve tout de même, ma chère Bérangère, que vous êtes très hyperbolique. Non, mais moi, je comprends. Mais vous savez, je crois qu'on a toujours, quand on regardait La Petite Maison dans la Prairie, on était soit Nelly Olson, soit Laura Ingalls. Il n'y a personne n'était Nelly Olson. Et Carrie, personne n'avait envie je qu'on crois soit qu'il y Nelly a toujours des choix comme ça. J'ai été à l'époque Rachida Dati, quand il y avait NKM au gouvernement, etc. J'ai été cette femme qui s'est faite, qui s'est construite et qui a représenté une certaine force surtout. Il y a quelque chose de chez elle vraiment que je trouve inspirant. Elle est pushy, ça c'est sûr. Au-delà de toutes les convictions politiques, je me dis que c'est le genre de femme que j'aime montrer à mes filles, par exemple, et dont on s'inspire. J'ai vraiment une admiration mais au-delà. Je suis d'accord, ce que tu dis. Là, ce que vous dites est génial sur absolument son chemin. C'est-à-dire que si on veut parler de ce qu'est la France, eh ben on peut parler de Najat Vallaud-Belkacem qui est arrivée en France et qui à 10 ans ne parlait pas le français et a fait Sciences Po, etc. Et on peut parler, non mais c'est vrai, on peut parler de... Non mais je m'en fiche, mais en tout cas on peut parler de Najat et on peut parler de Rachida avec un père maçon, etc., le HLM, etc. Et ça, moi je trouve que le fait qu'elle s'appelle Rachida Dati déjà, que l'autre s'appelle Najat, que Najat s'appelle Najat, soit ministre, et ben ça c'est la France en fait. Hein. Et on a l'impression que ça marche pas en France, mais allez donc voir tous les autres pays. Mais je la ramène même pas à son origine, je la ramène juste à cette femme qui est capable d'être habillée en Chanel et en Dior et d'avoir son père en jogging et qu'elle assume ce côté d'assumer où elle va et qui elle est extraordinaire. C'est bon. Merci beaucoup, parce qu'on a un problème de timing. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont panique, normalisation et marathon. Un vent de panique historique sur les bourses du monde entier, disent certains analystes. Les droits de douane de Donald Trump entrent en vigueur. L'Union européenne lui propose une exemption sur les produits industriels. L'heure est à la normalisation entre la France et l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était à Alger hier. Le sort de Boualem Sansal reste en suspens. Une honte, réagit Laurent Wauquiez sur Sud Radio. Et puis un marathon international vient de se tenir dans une ville et un pays improbable pour un tel événement, pour un marathon international. Marathon pour célébrer la naissance de Kim Il-sung, le fondateur du régime nord-coréen. Les vraies voix Sud Radio. Ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides, soyez forts, courageux et patients et la grandeur sera au rendez-vous. Des mots signés Donald Trump tout à l'heure sur son réseau social, juste avant l'ouverture de Wall Street. Un vent de panique souffle sur les places boursières du monde entier avec l'entrée en vigueur de ces droits de douane. Vent de panique historique, disent même certains analystes. Il y a quelques heures déjà, à la veille de l'entrée en vigueur de ces taxes, le président des États-Unis voulait temporiser en montant dans Air Force One, appelant les Américains à ne pas céder à la fébrilité. Je ne veux pas que les choses se dégradent, mais il faut parfois prendre un traitement pour se soigner. Nous avons été si maltraités par d'autres pays parce que nous avons eu des dirigeants stupides qui ont permis que ça se produise. Ils ont pris nos entreprises, notre argent et nos emplois. J'ai parlé à de nombreux pays. Pour que vous compreniez le pouvoir de ce que je fais, tous les pays nous appellent et nous sollicitent. Ils sont très, très gentils. Ils sont très gentils. Très très gentil, c'est plus de 50 pays qui ont pris contact pour négocier un accord sur ces droits de douane, indique Washington. L'Union européenne notamment espère obtenir une exemption sur les produits industriels, a annoncé tout à l'heure la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Nous sommes prêts à négocier avec les États-Unis. En effet, nous avons proposé des droits de douane nuls pour les biens industriels, comme nous l'avons fait avec succès avec de nombreux autres partenaires commerciaux, car l'Europe est toujours prête pour un bon accord. Donc nous le gardons sur la table. Un accord sur les produits industriels pour la présidente de la Commission européenne. Notez que cet après-midi, le Dow Jones et le Nasdaq se sont brièvement retournés. Ils sont brièvement remontés sur fond de rumeurs, des rumeurs en fait non confirmées selon lesquelles Donald Trump pourrait faire une pause sur ses droits de douane. Et on va en parler tout à l'heure, bien entendu. Le deuxième mot, normalisation. Le ministre français des Affaires étrangères était en Algérie hier. L'occasion pour Jean-Noël Barrot de rencontrer le président algérien et d'amorcer un retour à la normale entre Paris et Alger, même si le sort de Boualem Sansal reste en suspens. Un début de retour à la normale, résume le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Une honte, réagit sur Sud Radio le président des députés LR, Laurent Wauquiez. C'est une honte, c'est une humiliation. La France a donc décidé de capituler. On nous avait expliqué que ce serait une riposte graduée. J'avais bien compris que ça allait être très gradué, mais il n'y a même plus de riposte. On a donc un gouvernement algérien qui a mis dans son hymne un couplet pour humilier la France. Un président algérien qui a expliqué que la France n'avait fait qu'un génocide en Algérie. Un gouvernement qui a refusé de prendre ses OQTF et qui porte donc la responsabilité du sang de l'attentat de Mulhouse. Soi-disant, on a fait croire qu'on mettait la pression. Quelques semaines après, on va là-bas pour expliquer qu'on a des échanges très amicaux, très cordiaux, et il n'y a aucun résultat. Laurent Wauquiez qui, à ce sujet, en profite pour gentiment dresser un constat d'échec de son camarade et concurrent pour la présidence de LR, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait même mis sa démission dans la balance à ce sujet des relations avec l'Algérie. Bruno Retailleau s'est battu pour une ligne de fermeté face à l'Algérie. Oui. Et il a raison. Il a été désavoué, franchement. Sauf qu'il n'a pas été écouté. Est-ce qu'il a été désavoué ? Vous avez les résultats. Très clairement, Emmanuel Macron et François Bayrou n'ont pas choisi cette ligne de fermeté. Donc il a été désavoué. Et je vous le dis, il n'a pas été écouté. Nous, ce qu'on doit faire, c'est exercer de la pression pour faire en sorte que ça bouge. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas être au gouvernement, parce que cette pression, je peux l'exercer. Bah oui, c'est intéressant de ne pas être au gouvernement. Laurent Wauquiez, président du groupe LR de l'Assemblée, et candidat à la présidence du parti, on le rappelle, un candidat à la présidence du parti face à Bruno Retailleau. Il était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Pardon, je vous en prie. Philippe, comme l'a très bien dit Arnaud Benedetti il y a quelques jours, c'est parce qu'on avait de fer au feu, la vigueur de Bruno Retailleau a permis d'une certaine manière aussi l'accalmie présidentielle, et c'est pas au moment où l'Algérie, ça va un petit peu mieux, qu'il faut jeter de l'exacerbation dans le conflit. Oui, honnêtement, Laurent Wauquiez, évidemment, est complètement à côté de ses pompes. Et en plus de ça, il se rend compte de l'erreur de diagnostic qu'il a faite, c'est-à-dire de ne pas rentrer au gouvernement. Et c'est ce qui a profité à Bruno Retailleau. Résultat des courses, il rame derrière avec une post-théorisation. Voilà pourquoi il ne faut pas être au gouvernement. Si justement, voilà pourquoi il fallait être au gouvernement. Ce qui peut lui coûter la présidence des Républicains. Il voulait évidemment y aller à chaque fois. Non, il voulait y aller la deuxième fois, mais donc ça peut lui coûter. C'est terrible. Vraiment juste, allez, moi ça fait 25 ans que je connais Laurent Wauquiez. Quel naufrage en fait. Du Laurent Wauquiez d'il y a 20 ans et le Laurent Wauquiez de On n'est pas allé un peu à Canossa, là. Vous connaissez ma position sur l'Algérie ? Je pense qu'on n'a pas à négocier sur l'essentiel avec l'Algérie, que je suis sur une ligne de fermeté, que je trouve effectivement que c'est une honte qu'on soit aujourd'hui de nouveau copains-copains, qu'on revienne les mains vides sans libérer personne et sans avoir rien obtenu. Donc ma position, moi, ne change pas. C'est une question de jours, Boualem Sansal, il faut quand même le dire. En tout cas, 2 jours, c'est long pour lui, quoi. Non, oui, mais c'est peut-être, mais en tout cas, il est libéré. Au moins. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Troisième mot, marathon, celui qui vient de se tenir en Corée du Nord. Oui, chose étonnante pour le pays, sans doute le plus fermé du monde. Une course avec des athlètes du monde entier à Pyongyang, pas juste de Corée du Nord en tout cas. C'était hier, course en l'honneur du fondateur du régime Kim Il-sung. Elle devait avoir lieu en 2019. Elle avait été reportée pour cause de crise sanitaire. Course organisée en lien avec une agence spécialisée dans le tourisme en Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle un marché de niche. $2,000 pour participer à ce marathon tour en Corée du Nord. $2,000. Voilà, faut quand même voir les moyens. C'est fermé, c'est sympa comme Pyongyang, petite destination sympathique. Je sais pas. Hein? Voilà. A priori, petit week-end tranquille. Week-end à Pyongyang, hein? Il faudrait demander à Yann Moix s'il aime bien. Oui, il y était avec Depardieu, c'est vrai.
Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. Et on va revenir sur cette faible mobilisation de dimanche. RN, LFI, écologistes et EPR ont rassemblé assez peu de monde finalement. Pas de tension, mais des places presque vides. Alors, parlons vrai, est-ce que les faibles mobilisations d'hier ne montrent pas un ras-le-bol des Français? Et à cette question, RN, LFI, ELV, EPR, les partis politiques ont-ils perdu leur capacité de mobilisation? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Philippe Moreau-Chevrolet sera avec nous dans quelques instants, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et président de MCBG Conseil. On vous souhaite la bienvenue, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Patrick Roger. Pas de langue de bois, de 9h à 10h, la vérité en face, demain sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bienvenue dans les vraies voix, c'est lundi, on est arrivé en forme avec Philippe David, bien entendu, et toute cette joyeuse équipe. Philippe Bilger autour de nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole, Françoise Degoa, éditorialiste, et Bérangère Dubu, chef d'entreprise et dirigeante du syndicat des courtiers et crédits. C'est sympa le crédit, tout ça. Non, mais moi mon métier est fantastique. Tous les jours je rencontre des gens, des familles qui veulent acheter, se loger et je les aide. Je crois que je fais un métier qui est au cœur de l'humanité, pour de vrai. Et mon métier aussi, c'est d'analyser la vie des gens, enfin les relevés de compte, comment on fonctionne. Donc beaucoup de mes engagements, l'intimité. L'intimité. Donc moi j'ai une vision, j'ai des gens qui pleurent dans mon bureau. Enfin il y a vraiment. Est-ce que vous ressentez, Bérangère, là, ce qui se passe par exemple sur les bourses, etc. Est-ce que vous ressentez cet effondrement et la peur, l'angoisse en fait? Non. Il y a toujours un décalage en fait entre les grands événements économiques et les répercussions après. Et les répercussions. Les gens veulent se loger. On a ressenti d'autres choses, mais moi je suis dans l'intimité et c'est vrai que je crois que voir comment vivent les gens, combien ils gagnent, combien ils dépensent, ça me donne forcément une empathie et un engagement différent. Écoutez, en attendant, le 0826 300 300 avec Aude qui vous attend, fringante, souriante, belle comme un cœur et intelligente en plus. Et tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est cette ambiance de campagne présidentielle qui flottait dans l'air aujourd'hui avec un embouteillage de meetings. Marine Le Pen voulait une démonstration de force. Le pari n'est qu'en partie réussi. La place Vauban n'était pas pleine cet après-midi. 5000 personnes de sources policières. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. L'extrême droite est un parti dangereux pour la démocratie, dangereux pour l'état de droit. C'est un parti violent qui menace y compris les juges quand les décisions prises par la justice ne leur conviennent pas. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Donc pas de débordement comme redouté, mais pas non plus de foule des grands jours, comme espéré par les partis hier. Les dimanches politiques n'ont pas fait le plein, loin de là. Quelques milliers de militants seulement. Alors parlons vrai. Est-ce que les faibles mobilisations hier ne sont pas une alerte sur l'abstention pour les scrutins à venir? Et à cette question, RN, LFI, ELV, EPR, les partis politiques ont-ils perdu leur capacité de mobilisation? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300, où vous pouvez vous mobiliser massivement. Voilà. Plus de 5000, si possible. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous, consultant en communication politique et professeur à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je ne crois pas, pour répondre à la question de Sud Radio, que ce soit le signe d'une démobilisation profonde des gens par rapport aux partis politiques. Je crois d'abord, pardon, c'est très prosaïque, il ne faut pas sous-estimer le climat. Premier point. Le deuxième, j'ai l'impression que les gens, de quelque bord qu'ils soient, ont perçu que ça n'était pas fondamental. Lorsqu'on a des objets politiques précis, urgents, fondamentaux, encore une fois, je pense que les manifestations, par exemple, peuvent réussir. Le 12 mai, ça aura beaucoup plus de monde. Et donc, je crois que les gens sentent, certes, on se manifeste, on dit des choses qu'on attend, mais l'essentiel se passera bien plus tard.
Oui, c'est une question de momentum. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à la démobilisation de l'électorat. D'abord, l'électorat du Rassemblement national, il manifeste pas, il vote généralement. Donc, je ne mets pas de curseur moi sur ce qu'il y avait place Vauban, pas plus que place de la République, pas plus que Gabriel Attal. Je pense que c'était un mauvais moment et des mauvaises stratégies pour Marine Le Pen, parce que c'est s'enfermer dans une victimisation qui fonctionne pas. Et à l'évidence, on voit les enquêtes. Pour LFI et les Verts, moi, je pense que le PS a eu tout à fait raison d'y aller. On n'est pas là pour servir d'écrin au cinéma de Jean-Luc Mélenchon. Répondre à quelque chose qui est déplacé, ça marche pas. Et puis Gabriel Attal, est-ce que c'était le moment hier de lancer sa présidentielle sous les yeux quasiment d'Édouard Philippe? Je ne crois pas. Les électeurs français sont super intelligents. En réalité, ils ne se trompent pas de moment. Quand il s'agit d'aller voter, il y a eu une énorme mobilisation pour les législatives. Il y aura encore une énorme mobilisation pour les présidentielles. Et puis quand il s'agit de manifester, je suis d'accord avec Philippe, quand ça a du sens, que ce n'est pas tordu et par Marine Le Pen et par la riposte Mélenchon, les Verts et par Gabriel Attal, chacun essayant de faire un cinéma, et la sanction elle tombe, ça nous intéresse pas. Voilà. Mais par honnêteté, le meeting de Attal était prévu de longue date, contrairement à la manifestation de Marine Le Pen et de LFI et des Verts. Il l'a adapté, mais le route on est d'accord. Mais c'est un changement de nature, ça, je veux bien que vous fassiez cette honnêteté-là, mais le fait même qu'il ait changé de nature devient quelque chose d'ennuyeux, en fait. Roger Dubu. Je comprends pas trop le sens des manifestations qu'il y avait hier, sauf celle contre les ZFE où j'étais. Mais Marine Le Pen manifeste. Oui, parce que c'est une quatrième. C'est ça, la quatrième qu'on a oubliée. Les zones à faible émission. Marine Le Pen qui appelle à manifester pour dire j'ai piqué dans la caisse ou on a fait des. Elle n'a pas piqué directement, mais c'est pareil. Je suis condamnée. C'est pas un sujet de mobilisation, je crois, de dire la justice est passée. C'est pas un sujet d'avoir en face l'extrême gauche qui nous fait toujours le coup de la peste brune revient, blabla, blabla dans les trucs. Attal qui nous lance sa campagne avec plein d'idées. Mais si seulement cet homme avait un jour été au pouvoir, vous imaginez, il a tellement d'idées. S'il avait été au pouvoir, on n'en serait sûrement pas là. Bref, je crois qu'il y avait 3 sujets de manifestation où tout le monde prenait tout le monde pour des crétins et qui n'avaient aucun sens, effectivement. Pour une fois, je suis d'accord avec tout le monde, aucune actualité, aucune exigence. Pas de moment. Bien sûr, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de thème. Moment, Philippe Moreau-Chevrolet, le général, c'est une citation qui me revient quand quelqu'un avait dit au général de Gaulle, après votre mort, ce sera le grand vide. Est-ce que là, ça va pas être le grand, ce sera pas le grand trop vide là, quand on voit les mobilisations d'hier? Au départ de Marine Le Pen, donc c'est un petit peu une fin de carrière pour elle qui se solde par la prise de pouvoir dans les faits de Jordan Bardella. Donc on est en train de voir partir la vieille extrême droite un peu deux chevaux traditionnelle, la PME Le Pen, et la faire remplacer par Bardella, qui est encore un peu timide, mais qui va certainement prendre ses marques, avec l'appui d'une extrême droite organisée au plan international très bien, l'appui des réseaux sociaux, X, TikTok, qui ont des algorithmes qui favorisent plutôt les contenus d'extrême droite. Donc il a quand même, de fait, une prise de pouvoir qui s'effectuera de toute façon. Elle ne pourra pas se présenter. Donc lui, on voit à peu près où l'extrême droite va, disons, en perdant beaucoup de plumes, parce que main propre à tête haute, ça fonctionne plus, parce que l'opinion française est majoritairement contre ce positionnement de Marine Le Pen. Il faudrait qu'ils le comprennent s'ils veulent avancer. Mais Bardella, il n'est pas vraiment concerné par tout ça. C'est une figure neuve. Et face à lui, il a Attal. Donc on a 2 figures jeunes qui se sont opposées en réalité dimanche. La question, c'est est-ce que les Français vont vouloir revoter pour un jeune président après Emmanuel Macron? Ça, c'est pas sûr. Et dans le contexte international, est-ce qu'ils vont faire confiance à Bardella s'il soutient Trump? Et il sera obligé de soutenir un peu, ou Poutine. Moi, je pense que, mon cher Philippe, bonjour, c'est François, je pense que vous allez très vite en besogne sur Bardella. Je pense que la stratégie d'empêchement de Jordan Bardella va être terrible, parce que vous faites comme si ça n'existait pas et comme s'il ne se passait rien à l'intérieur du RN. Il y a en ce moment des failles qu'on ne voit pas encore, mais qui vont apparaître, parce qu'on oublie toujours que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite qui est violent par essence dans l'intérieur. Le chef s'est fait pour cheffer. Je sais pas si vous vous souvenez évidemment de toute la longue histoire avec les putsch de Le Pen. On est reparti là-dedans. Ce qui est terrible pour Marine Le Pen, c'est que pour elle, mais c'est elle-même qui fait ce choix, elle se ramène 20 ans en arrière avec le même langage que son père, les oripeaux qu'elle a mis 20 ans à gommer. Mais surtout, vous avez des clans qui ne veulent absolument pas que Jordan Bardella accède au pouvoir parce qu'ils considèrent qu'il n'en est pas capable. Et vous avez Marion Maréchal qui va arriver, qui va sauter à la gorge de Jordan Bardella. Je vous fais le pitch. Et Sarah Knafo. Donc, vous faites comme si c'était une balade de santé, une forme de substitution. Ça n'est pas le cas. Et plus Marine Le Pen tarde à maintenir cette position, plus
plus elle empêche son successeur d'avancer, de préparer la campagne. Je trouve que vous êtes bien sévères l'un et l'autre avec le Rassemblement national, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, même si vous dites avec certitude que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027, pour l'instant, je constate qu'il y a deux candidats quasiment interchangeables quand on voit les enquêtes d'opinion, alors que dans les autres partis, ils ont des candidats, des leaders totalement solitaires. Et donc, ça n'est pas du tout évident que le Rassemblement national soit handicapé, que ce soit avec elle ou par Jordan Bardella. Et s'il se retrouve face à Gabriel Attal, ce que je ne crois pas. Mais pourquoi voulez-vous? Non, mais honnêtement, pardon, Philippe, je vais assez vite. Pourquoi voulez-vous que ce soit Gabriel Attal? Moi, j'en ai un peu marre des sondeurs. Non, mais vraiment, il faut faire la leçon maintenant aux sondeurs, que ce soit nos copains ou pas nos copains. On arrête maintenant de faire des gauches fractionnées. Il y aura de toute façon un candidat unique Vert, PC, PS face à Jean-Luc Mélenchon. Donc ça fait pas 4-4-4, ça fait au moins 16. Et il y aura pas Gabriel Attal et Édouard Philippe. Mais tous les sondeurs maintenant travaillent dans le fractionné. Donc il faut arrêter. Non, il y a pas. C'est pas un chemin impérium pour le RN. Je répondais juste à Françoise qui disait que le RN était violent de l'intérieur. Je crois que c'est tous les partis politiques. Je pense que chez Mélenchon, regardez ce que ça donne quand on n'est pas d'accord. Regardez les purges internes. Un parti politique est par essence violent parce qu'il y a des gens qui veulent le pouvoir à l'intérieur. Ne dites pas ça. Regardez Mélenchon, la purge. LFI à peine 10 ans. Je vous parle de la longue histoire de l'extrême droite. C'est pareil. Donc ne remettons pas ça aujourd'hui. Le parti politique est violent. Les guerres internes auront lieu, je crois, partout. Sur ce sujet-là, je vous répondais juste à ça, sur la violence à l'intérieur. C'est bien plus violent au RN, je suis désolé de vous le dire. Vous n'êtes pas sûr qu'il y aura une candidature unique quand même, quand on voit les bases de vous anticipez un peu. Mais non, j'anticipe rien du tout, c'est tellement évident. Bougez pas. Allez, 0826 300 300, Luc qui est avec nous. Luc, vous nous entendez, vous êtes là? Luc? Je suis là et je vous entends parfaitement. Eh bien, on vous écoute. Votre avis? Nous vous entendons fort et clair. Il y a des fois, j'aimerais mieux être sourd. Allez-y. On vous écoute, Luc. Je trouve votre analyste politique ainsi que Françoise Degois bien téméraires dans leurs analyses. Et surtout emplis de certitude. Juste Luc, vous avez participé à la manifestation hier, place Vauban. Absolument. Okay. J'adhère totalement à ce que vient de dire Philippe Bilder. Alors déjà, sur la mobilisation. Moi, vous parliez effectivement du rassemblement de Marine Le Pen. Il y avait effectivement peut-être 7 000, 8 000 personnes, mais je crois que c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de montrer un parti uni, un parti où tout le monde, je dirais, suivait le chef, comme Françoise Degois n'aime pas qu'on dise. Non, pas du tout, c'est la réalité. Non, mais vous trouvez ça violent, qu'il y ait un chef. C'est pas ça du tout que j'ai dit. Je parlais pas du tout du chef, de l'idée du chef. Mais bon. Et je pense aussi, si vous voulez, que ce meeting impromptu, je vois autour de moi, a aussi eu une conséquence, c'est qu'il a été énormément suivi sur les chaînes d'information, comme tous les meetings d'ailleurs. Et je pense que Marine Le Pen voulait, effectivement, elle voulait faire une démonstration de force, mais bon, c'était une bonne jauge. Quant aux deux autres LFI, j'en parle même pas, mais le meeting de M. Attal, on a vu une chose quand même assez incroyable, c'est qu'au début de la matinée, ils étaient tous unis, Monsieur, comment dirais-je, Édouard Philippe, et Madame Borne et tout, et finalement, M. Attal s'est retrouvé tout seul. C'est vrai. À se lancer dans un panégyrique ridicule, en brandissant l'interdiction de la baya comme une victoire colossale sur l'entrisme islamique, et je pense qu'il s'est, à mon avis, proprement ridiculisé. Voilà. Restez avec nous, Luc. Philippe Moreau-Chevrolet, la manifestation du Rassemblement national, elle a pris une tournure un petit peu différente, puisque les affaires judiciaires ont fait que ça allait s'accélérer pour eux, donc c'était difficile de ne pas la faire, et c'était un peu ventre mou aussi pour cette raison. Oui, c'était compliqué d'abord parce que ça va contre les convictions du RN, les convictions profondes du RN. C'est que quand on tape dans la caisse, on dégage. Et Marine Le Pen, elle était tout à fait pour l'interdiction à vie des élus qui avaient été condamnés pour ce type de délit. Donc c'est prendre son électorat à contre-pied, ce qui fonctionne rarement.
Ensuite, je pense que les gens se sont pas bousculés pour soutenir Marine Le Pen pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui l'extrême droite, ça vient d'être dit, mais a changé et elle s'incarne presque autant, comme Philippe Bilger l'a dit, dans Jordan Bardella, qui en plus incarne une modernité portée par une vague internationale. Donc pour moi, il y a aussi le fait qu'elle a peut-être fait son temps. Je dis pas que le RN a perdu, en revanche. Là-dessus, on s'est peut-être pas compris. Moi, je pense qu'il peut tout à fait gagner en 2027 avec Bardella, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais vous pensez pas, comme dit Françoise, que entre accepter Bardella à la tête du parti et elle à la présidence, mais si elle peut pas être à la présidence, elle sera beaucoup moins en phase avec Bardella, parce que de lui, entre guillemets, prendre son siège. En tout cas, son clan. La question est vraie. Non, mais c'est vrai, c'est qu'il y aura une bataille probablement interne. Ouais. Il faut quand même comprendre que Bardella a une popularité dans l'opinion que personne d'autre n'a à part Marine Le Pen. Il a l'appui de réseaux sociaux qui sont extraordinairement puissants aujourd'hui. Il a des groupes de presse qui ont lancé son livre. J'hésite à qualifier ça d'autobiographie à 150 000 exemplaires, ce qui est énormissime pour un lancement. Je pense pas qu'il en ait vendu loin de là autant, mais ils en ont distribué beaucoup aux militants, mais quand même, ils l'ont sorti un peu comme un tract. Une jeunesse qui ne votait plus. C'est des moyens, quand même. C'est des moyens, oui. C'est des moyens, quand même, assez importants. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même, derrière Jordan Bardella, une force assez puissante. Maintenant, si l'extrême droite se divise et qu'on assiste à un scénario, comme il y en a eu des dizaines, où Le Pen finit par gagner contre un énième adversaire, on a vu ça vraiment avec Bruno Maigret, avec Florian Philippot, elle les a tués à chaque fois. Là, ce sera un exploit vraiment historique parce que la configuration est plus du tout la même. Moi, Philippe, je voulais dire juste que sur la présidentielle, on lit pas dans les os de poulet. Vous savez très bien que Jordan Bardella et Marine Le Pen le reconnaissaient en privé, en tout petit comité. Jordan Bardella, dès que ça monte en altitude, s'est effondré dans les législatives, dans une campagne de législatives. Il y a un problème de densité. Il peut très bien avoir TikTok et avoir vendu avec Fayard et le groupe Bolloré 150 000 exemplaires. Ça s'appelle le village Potemkin. Vous savez bien qu'en situation, c'est exactement ce qui s'est passé. En l'espace de 15 jours, il a montré tout à fait sa limite sur la campagne législative. C'est pas parce qu'il y a eu une non sacrée contre lui. Il n'était pas bon. Et d'ailleurs, Marine Le Pen est intervenue à plusieurs reprises pour le redresser. Donc elle le sait parfaitement. Vous savez parfaitement ce qu'est la centrifugeuse qui est une présidentielle. Je pense que la substitution est impossible entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Impossible. Si elle ne peut pas être candidate... Vous comprenez ce que je veux dire dans quel sens ça ne peut pas faire les deux. Il n'y a pas de valeur égale entre Bardella et Marine Le Pen. Je crois absolument le contraire, dans la mesure où je reviens à ces enquêtes d'opinion qui mettent sur le même plan Jordan Bardella et Marine Le Pen, et je crois que bizarrement, c'est le Rassemblement national qui est souhaité bien plus que ces incarnations, parce que les gens veulent vraiment changer. Ils en ont assez, à tort ou à raison. Peu importe qui dirige. C'est une enquête, c'est deux baromètres. Mais non, mais écoutez, soyons sérieux. Au moins Interactive et là, sérieux. Au bout d'une semaine, on est à 2 ans d'après. Je dirais juste que moi, j'ai été candidate législative à mon petit niveau, indépendante, et que j'avais des gens en face de moi à qui je trouvais tract, qui me disaient nous, on vote pour le Rassemblement national. Et ils me parlaient aussi bien de Marine Le Pen que de Jordan Bardella. Les gens n'avaient pas honte de le dire. Il y a quelque chose qui a vraiment changé quand même, effectivement, dans l'électorat. Et je suis d'une génération 81 j'ai fait des concerts contre le FN, j'ai milité, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, je pense que je suis très gênée parce qu'on ne peut pas stigmatiser autant de gens qui ont envie d'autant de choses différentes. Donc, je suis toujours très mesurée envers les électeurs, peut-être, et j'évite de les juger avec mépris, comme on fait un petit peu là, voilà, comme s'ils étaient bêtes et idiots. Personne ne les juge avec mépris, mais qu'est-ce que c'est ce cinéma ? Non, je crois pas, moi, qu'on les juge avec mépris. Personne juge les électeurs avec mépris. Je parle de faits politiques. Moi, je veux bien qu'on fasse les choses au doigt mouillé. La réalité, le fait politique, c'est que Bardella est en tête des sondages d'opinion. Mais les gens s'en foutent des sondages d'opinion. Dans la réalité, les législatives, il les a perdus. Mais vous faites des supputations comme nous. Mais non, je fais pas de supputations. Je regarde les faits passés. Jordan Bardella, on l'a vu. Tout le monde, Françoise. Mais voilà, donc Jordan Bardella, on l'a vu en campagne nationale. En campagne nationale, il s'est effondré. Mais vous pensez qu'il va se passer quoi ? Vous pensez qu'on a obligé les électeurs avec un fusil à faire le Front républicain ? C'est ça le sujet. Donc voilà, est-ce qu'il est capable de... Merci beaucoup, merci Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique et professeur à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Et dans les conditions dans lesquelles il était, c'était pas facile, bien entendu. Merci. Il est dans la rue.
Merci. Ah, Mais bravo, oui, Philippe. puisqu'il était dans la rue. Allez, vous restez avec nous. On garde Luc. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On va se descendre. Et il y a du lourd. Il y a du lourd. Ouh là là, Et il y a du drôle en plus. Ah, il y a du drôle. Oui, et du lourd. Le lundi, toujours. Bah, c'est toujours drôle. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe, David et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 19h avec le prince du qui c'est qui l'a dit, Philippe Bilger, qui est avec nous, avec la reine Françoise de Gois qui est avec nous. Parce que je crois que c'est vous qui avez le plus grand nombre de victoires, Françoise. Oui, avec, je pense, oui. Avec Sébastien Ménard. Sébastien Ménard, il me bat une fois sur 4 parce qu'il triche, et ça, soyons clairs. Un jour, j'aurai la. De toute façon, tout le monde triche avec vous. Non. Philippe triche, Sébastien triche. Non, mais Sébastien triche vraiment. C'est-à-dire, il a les réponses. Il a longtemps triché, mais là, du coup, comme tricheur, trichera 2 fois. Ça a eu payé, mais ça paye plus, comme on dit. Bérangère Dubu est avec nous, chef d'entreprise et dirigeante du syndicat du courtier en crédit. Et Luc qui va nous lancer ce jingle de Folie. Eh ben oui, et qui c'est qui l'a dit la connerie? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Oh, j'adore ça. Écoutez bien, mon cher Luc, qui c'est qui l'a dit 3 points? Qui c'est qui l'a tweeté sur le crash boursier? Que les choses soient claires, je n'étais pas au bureau aujourd'hui. Luc. Très drôle. Le maire. Non. Bonne réponse. Jérôme Kerviel. Et il est à la montagne. Il a mis la photo d'un verre devant les montagnes. C'est vraiment très drôle. 3 points pour Bérangère Dubu. Qui c'est qui l'a dit, Luc, à Gabriel Attal? Tu ruines, tu dégages. Ah, facile. Attendez. Tu ruines, tu dégages. Chenu. Et Philippe, laissez-le répondre. Il ne savait pas. Ouais, c'est Chenu au meeting. Philippe Bilger. Voilà, 3 points. On comprend quand ils savent pas. Mais on vous êtes médium. Qui c'est qui l'a dit 3 points? Heureusement que ça s'est arrêté là. Je ne suis pas insincère. Je ne suis pas allé à la soupe en entrant au gouvernement. Ah, c'est facile. Retailleau. Banquier. Bonne réponse de Françoise de Vous avez Gois. dit banquier, donc. Laurent Wauquiez. Non. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit, Luc? On ne combat pas le RN avec un bulletin de vote LFI. Non, vraiment aucune. Gabriel Attal. Non. Pas du tout. C'est une femme. Une femme? Valérie Ayé. Elle a été plusieurs fois ministre. Ah bon? Ségolène Royal. Non. Et elle l'est encore. Elle l'est encore. Alain Pagné-Runacher. Non. Elle vient d'avoir un bébé. Ah, mais c'est Aurore Berger. Bonne réponse de Françoise de Ah, Gois. mais il a fait du people. C'est celui que je vous dise. Ça compte pas. Qui c'est qui l'a dit sur la loi pour retirer l'exécution provisoire? Nous ne sommes pas là pour voter des lois d'arrangement entre petits copains. Luc. Bompard. Non. Une femme. Il est fort. Une femme. Une femme. Non. Panot. Non. Très proche de Gabriel Attal. Attends. Ah, mais oui, c'est Maud Bréjon. Non. Ah bon, c'est Prisca Thévenot. Bonne réponse. Je l'ai dit en premier, Prisca. De Françoise de Gois. François, non, vous l'avez pas dit. Bon, c'est pas à discuter. Non, Pour une fois, je pensais que c'était vous qui l'aviez dit. Non, mais toi. Non, mais tu n'as même pas prononcé. Non, mais je vous promets que je. Non, vous avez un problème. Non, mais vous avez un problème. Vous avez un problème. J'ai un problème, je sens bien. Qui c'est qui l'a dit sur les chiffres de la manifestation RN Place Vauban? J'ai l'impression d'entendre Bardella comme la CGT après un 1er mai. Luc. C'est drôle. C'est un maire. C'est un maire. Non, mais c'est. Attendez. Lisnard. Robert Ménard. Bonne réponse de Françoise de Gois. Robert Ménard, maire de Béziers. Qui c'est qui l'a dit? Nous pourrions décider de retirer l'ensemble des entreprises américaines du marché public européen. C'est le bazooka économique, mais ça fait partie des sujets sur la table. Luc. Peut-être le ministre des Finances, Lombard. Non. François Bayrou. Il a été ministre. Non, il a été ministre. Non. Il a été ministre. Mais il ne l'est plus. Mais il a de hautes fonctions. Il est vice-président. Vice-président de quoi? Je vais pas vous le dire. Ça doit être très facile en fait, mais je ne sais pas. Oh, il connaît très bien Gabriel Attal. Ah bah c'est ses journées. Bonne réponse de Françoise de Gois. Il est commissaire de la Commission européenne. Il est commissaire européen. Franchement. C'est Pipo. Mais non, c'est Pipo, tu voulais dire. Il a été ministre des Affaires étrangères.
Qui l'a dit, Luc? La loi ZFE fait une partition sociale qui est trop brutale. Il faut réfléchir à comment on la rend accessible au plus grand nombre. S'ils se mettent à faire des phrases compliquées maintenant. C'est une femme. Luc. Comme Prima, printemps. Prima. Sophie Prima. Bah oui, en plus c'est le dit François. Mais en fait, je bénéficiais d'un avantage, ma chère Françoise, parce que Éric Revel avait fait un jeu de mots remarquable vendredi. Mais parce que je lui avais déjà chantonné là, un truc. Mais ça m'a permis d'avoir 9 points. J'essaye de vous aider. Comme Prima. Allez, qui c'est qui l'a dit? On a l'impression d'une certaine discrimination à notre égard. On est rejeté au banc de la société. Luc. Peut-être M. Bardella? Non. C'est un maire de grande ville. Un maire de grande... Oui, Alliot. Bonne réponse de France. Oui, Perpignan, c'est une grande ville. Oui, Alliot, absolument. Alerte enlèvement avec Bérangère début quelqu'un. Alors Françoise Degois, 18 points. Bon score. Philippe Bilger, 6 points. Contre l'antidopage. Bérangère, 3 points. Luc, il y a un petit peu de travail. Il y a un peu de boulot, Luc. Vous pourriez me remercier de nous avoir laissé gagner. Merci, Luc. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre vraie voix du jour. On est ravis de vous avoir accueilli. On vous souhaite une bonne semaine en écoutant Sud Radio, bien entendu. Avec grand plaisir. Non, mais dites oui. Bien sûr. Ah, voilà, bravo, Luc. Évidemment. J'écoute même quand j'y suis pas. Eh ben voilà, c'est très bien. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le journal, la météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Oh, on l'a appris à 14h. Encore une histoire qui va nous coûter un pognon de dingue. J'adore le. Oh, allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Au programme de cette émission, 3 personnalités très différentes mais plutôt complémentaires quand elles sont autour de cette table, avec Philippe Bilger, auteur de Me Too Much aux éditions Oliopole, Françoise Degois, éditorialiste, et Bérangère Dubu, chef d'entreprise et dirigeante de l'IUIC, le syndicat des courtiers en crédit. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, Cécile, vous n'y arriverez jamais. L'UIC, l'Union des intermédiaires de crédit, qui est le syndicat parce que j'ai un I là. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Attention, on sait qu'on est courtier, voilà, c'est un syndicat. Après, UIC, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas grave. J'adore l'intention y est. Voilà. Ça reste la phrase que ça. Donc c'est un L. Donc on est plein de choses. UIC, Union des intermédiaires de crédit. Allez, UIC, parce qu'on m'a mis un L. Qu'est-ce que les je dise ? Bah ça y est, je l'ai enlevé. Je vais l'engueuler en plus. Mais je dis jamais rien, on se trompe. La mauvaise foi. Vous avez vu, quand elle lit en plus les hiéroglyphes sur les pyramides, elle a vachement de mal. Donc au burin, elle attaque, elle fait sauter des lettres et tout. La dernière fois, vous avez fait sauter Osiris, Isis et tout. Mais bien ça entendu, veut plus rien dire. Voilà, c'est tout. Ça comme je vous ferai sauter ou Philippe Bilger, quand j'arriverai plus à le dire. Voilà, c'est tout. Allez, le 0826 300 300, vous laissez des messages, on les écoute. Bonjour. Laurent de Montpellier, je m'amuse des décisions de Donald Trump parce que il fera mieux que toutes les COP et que les accords de Paris sur le climat. S'il y a un ralentissement économique mondial, eh ben voilà, tout le monde devrait être content puisque le CO2 ne sera plus émis en grande quantité. Alors arrêtez de nous pomper l'air, mais peut-être que ces droits de douane ne vont rien faire du tout, ça. On ne le sait pas. Enfin, imaginons qu'il fasse quelque chose, ça va dans le sens de sauver la planète, comme disait Greta. Excellent. Allez, au revoir, bonne journée. Message au second degré, mais très drôle, de Laurent de Montpellier. On a l'impression qu'entre la démondialisation et la décroissance, Donald Trump, c'est l'enfant caché qu'auraient eu Arnaud Montebourg et Sandrine Rousseau. Oui, c'est une synthèse flatteuse pour lui, parce que tout de même, dans le couple, là, il n'y a pas d'énergumène erratique chaque jour, quoi. Allez, Bérangère. Laurent est bien montpelliérain, il me fait penser à ce que dit mon ami Ouaji de Montpellier, donc s'il m'écoute, qui nous explique depuis des années que quand on sera tous pauvres, sans emploi, sans voiture, sans rien, sans maison, sans chauffage, on sera enfin décroissant. Il nous explique toujours que la décroissance, et il dit, Ouaji dit toujours, et je salue Monsieur Sfar, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui dit toujours qu'on aura tous fermé nos boîtes, qu'on n'aura plus de bagnole, qu'on n'aura plus de fringues, qu'on n'aura plus rien. Ça sera cool, on sera enfin décroissant. C'est exactement ce que dit Laurent. Donc je pense qu'il y a à Montpellier quand même une espèce de climat comme ça, où on a un petit peu cette vision. Excusez-moi, là-bas il y a beaucoup de héros. C'est ça. Joli.
Ouais, non, vraiment. Non, mais il fallait la faire. Il fallait la faire. Était-elle nécessaire? Non, mais c'était pas nécessaire. Mais je rebondirais juste sur tous les militants à LFI qui disent toujours que si les gens sont pauvres, c'est parce que les riches sont riches. La bourse ayant chuté, il y a plein de gens de riches qui ont perdu plein d'argent. Je pense que Bernard Arnault a perdu beaucoup, Warren Buffett. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, les pauvres seront beaucoup plus riches. Si ça fonctionne, ça prouve que la gauche avait raison, l'extrême gauche. Si personne se serait plus riche alors que les gens ont tout perdu en bourse ou ont perdu un petit peu, pas tout, ça montre bien que c'est des raisonnements absurdes. Donc je rejoins Laurent. Merci. Ce qui est absurde, c'est la pensée chinoise qui met très cher quand les pauvres riches maigrissent, les pauvres meurent. Voilà. Ouais. Poup. Mais bien sûr, ça c'est la nouvelle théorie du ruissellement, bien sûr. Non, mais on peut faire l'émission là-dessus. Elle est débile en fait. Elle est remarquable. François, c'est très énervé aujourd'hui. Non, je suis pas énervé. Ça me fait rire. On dirait vraiment, c'est tous les Socrates. Non, mais tous les chats. Non, mais tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ça, c'est la pensée de Cécile et c'est la vôtre. Non, c'est pas Cécile, moi c'est Bérangère. C'est la pensée. Moi je réponds juste à une pensée très bête sur les réseaux. Vous savez que ça s'appelle un sophisme. La fortune de Bernard Arnault, c'est l'extrême gauche qui dit ça. Si on divisait la fortune de Bernard Arnault, on serait plus riche. Est-ce que c'est normal que les actionnaires s'enrichissent? Les actionnaires ayant perdu beaucoup d'argent, j'espère qu'aujourd'hui la France et le monde va mieux. Dans ce cas-là, ça nous convertira. Vous savez que ça s'appelle du sophisme débile, mais en même temps, vous avez le droit. Parce que les propos sont très bêtes ou vraiment au même niveau. Il y avait des sophistes très brillants. Je suis d'accord avec vous. On peut tenir des débats entiers avec ça. Je vais vous couper le son. Ah bah oui, parce que lumière pour moi. Voilà, c'est ça. Allez, ce sera Philippe David dans un instant, puisqu'on est déjà en retard à cause de vous. Bravo. Je vous félicite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Cher Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Heliopol. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé cher Philippe. Cher Philippe. Voilà. Très cher. Très cher. Très cher. Sa santé. Parce que très rare. Ouais, c'est ça. Françoise Degault, éditorialiste, et Bérangère Dubu, chef d'entreprise et dirigeante de l'UIC. Bravo. Syndicat des courtiers en crédit. Voilà, c'est ça. Syndicat des courtiers en crédit. Tout à fait. Syndicat des courtiers en crédit internationaux. Non, j'ai fondé le syndicat national des courtiers en crédit il y a 6 ans pour lutter, faire un contre-pouvoir face aux banques. Alors, excusez-moi, mais pourquoi J'explique à Françoise. Que veut dire le U, Union des intermédiaires de crédit. Mais pourquoi vous ne vous le dites pas? Union, c'est un crédit. Mais on a enlevé le I. On a enlevé. C'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, on comprend toujours rien. C'est comme avec notre copain Jean-Christophe Couvi. On comprend rien à son syndicat. Les acronymes. On devrait les mélanger, en fait. Là, c'est plutôt simple, normalement. Si on comprend pas, c'est compliqué. Les syndicats des courtiers en crédit, je pense que tout le monde comprend. Je suis bête comme une millette pour moi. Vous avez du mal avec les crédits. J'aime bien quand on dit ça. Elle est bête. Elle est bête comme c'est. Et tuc. Mais qui tape à la porte? Philippe David. Oui. Allez. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui s'appelle Aumelas, dans l'Hérault, ce qui devrait faire plaisir à Bérangère Dubu. La régionale, non pas de l'étape, comme on dit, sur le Tour de France, mais du coup de gueule du jour. Pourquoi Aumelas, bourgade de près de 600 âmes située à quelques kilomètres de Montpellier? Parce qu'un procès dont on a peu parlé et dont le verdict a été rendu en début d'après-midi risque d'avoir des conséquences très importantes dans toute la France. Ce procès oppose l'association France Nature Environnement et la filière énergie renouvelable d'EDF et demande l'arrêt du parc éolien d'Aumelas suite à la découverte de 70 faucons cresserellettes morts au pied des éoliennes. Le faucon cresserellette étant une espèce protégée depuis les années 80, alors que l'espèce avait quasiment disparu. Un chiffre à multiplier par 3 pour le nombre de faucons tués, si on en croit France Nature Environnement. Un procès dans lequel le parquet a requis, outre l'arrêt du parc, 750 000 € d'amende pour les 9 sociétés qui l'exploitent. Et comment expliquer, alors que les éoliennes polluent les sols avec des fondations représentant 1000 à 1300 tonnes de béton pour chacune et les paysages avec un mât de plus de 200 tonnes d'acier, des pales de 45 mètres chacune, sans parler des émissions de CO2 pour produire ces matériaux, on n'est pas pensé, alors qu'on construit ces éoliennes au nom de l'écologie, aux espèces vivantes vivant dans cet environnement. Les études d'impact en fait-on et surtout sont-elles faites sérieusement? Le tribunal a rendu son jugement aujourd'hui à 14h, le parquet mis à l'arrêt
pour 4 mois. Les 9 sociétés qui exploitent les éoliennes sont condamnées à 500 000 € d'amende, dont 250 000 avec sursis, tandis que le PDG d'EDF Renouvelable a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 100 000 € d'amende, dont 30 000 avec sursis. EDF étant une entreprise publique, la facture est donc salée pour le contribuable. Reste plus qu'à attendre un autre jugement du même tribunal qui sera rendu après-demain pour le parc de Bernag, toujours dans l'Hérault, où un aigle royal, autre espèce protégée, a été retrouvé mort. Mon petit doigt me dit que mercredi prochain, il va falloir à nouveau sortir le chéquier. On ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Et ensuite, je laisse Françoise répondre à cet argument. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, vous savez très bien que je suis favorable aux éoliennes par rapport, si on fait la balance de l'inconvénient, des listes des inconvénients et des avantages, la liste des avantages l'emporte également, les éoliennes en pleine mer, etc. Par rapport aux nurseries, mais après, leur laideur, qu'est-ce que vous voulez, elles s'améliorent, déjà, elles sont de moins en moins hautes, elles sont de moins en moins, elles sont de plus en plus compactes. Mais je comprends. Je peux comprendre, là c'est un carnage sur les faucons, honnêtement. Oui. Sur l'aigle royal, vous savez combien il reste d'aigles royaux? Moi je viens des Pyrénées comme vous, des Hautes-Pyrénées, on les cherche. Quand on était petit, Philippe, on montait au Tourmalet, on voyait des aigles royaux. On était en train de casse-croûter en montagne, on les voyait, ils nous passaient sur la tête. Donc je peux comprendre, c'est toujours l'équilibre à trouver. J'entends ce que vous dites, on est un absurdiste, ça fait beaucoup d'argent, probablement de gens, mais il faut arriver à trouver cet équilibre, il faut protéger la biodiversité. Je trouve que c'est une instabilité presque juridique, et ça c'est le procureur qui le dira, mais parce que, comme si on découvrait aujourd'hui qu'une éolienne avec des palmes qui tournent, ça tue les oiseaux. Oui, on a découvert ça. Oui. On a découvert ça, ça me paraît totalement fou qu'on le découvre aujourd'hui. Donc, on le savait, ça se sait. Puis là, on parle de ces volatiles, de ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Parce que Obelas, moi je connais bien, il y a le château bas qui est magnifique, c'est un endroit qui est superbe dans la Guérée, donc il y a des espèces protégées. Et on découvre que quand une pale ça tourne, ça tue les oiseaux, bravo les génies. Mais du coup, on condamne EDF, mais si on leur a permis les éoliennes, c'est qu'à l'époque, on a considéré que le bénéfice des éoliennes était supérieur sur la nature. Donc il y a toujours cette instabilité en France, où ce qui est permis un jour est interdit le lendemain, on n'a pas de rigueur, pas de visibilité, et nos entreprises, j'en reviens là, c'est ça pourquoi on n'a pas confiance. Nos entreprises n'ont jamais de visibilité. Comment s'appelle votre première bête, là Le faucon cresserelle. Le faucon. Non, alors, je tiens à dire une chose, notre excellent réalisateur Maxime a fait un jeu de mots dans le casque, et je lui dis, là, celui-là, faut le faire. Non, mais écoutez. J'avais une question, je voulais savoir si Homelas, c'était le village de Jean-Michel. Elle est très bonne. Moi je dis qu'elle bravo. Faut aimer le football. Mais elle est très bonne. Faut aimer Lyon, faut aimer le football. Franchement, ils ont quand même fait une série sur Netflix, Homelas, c'était pas mal aussi. Homelas. Non, mais bon, après c'est la biodiversité. Il faut trouver un équilibre. Ils ont abattu des faucons parce que ce sont de vrais. Voilà. Voilà. Allez, merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est désormais officiel, un décret signé hier entérine les groupes de besoins en mathématiques et en français au collège. Oui, groupes de besoins pour pas dire groupe de niveau. Ils vont bien être pérennisés en 6e et en 5e. Le Premier ministre a signé le décret hier et c'est l'aboutissement d'un parcours chaotique pour ces groupes de niveau lancés à l'époque par Gabriel Attal quand il était à l'éducation, puis rebaptisé groupe de besoins. Il avait été question d'étendre le principe au 4e et au 3e en maths et en français. Finalement, a priori, on reste sur les 2 premières années du collège, les 6e, les 5e. Pour le moment, il a donc fallu que ce soit le Premier ministre qui signe le décret, non plus seulement un arrêté de la ministre de l'Éducation. Blocage juridique du Conseil d'État levé hier. Ça va pas lever sans doute les interrogations des syndicats d'enseignants globalement opposés à la mesure. Un syndicat qui redoute pour les uns un tri, pour les autres un collège à 2 vitesses, ou encore qui dénonce le manque de moyens pour appliquer cette mesure. Fabrice Boudot, lui, est prof de maths au collège et il y est plutôt favorable, même s'il admet quelques cafouillages dans les balbutiements, l'expérimentation du dispositif ces derniers mois. On a vu une mise en place qui s'est faite dans la précipitation. C'est pour ça que c'est passé par un simple décret, ce qui a créé donc beaucoup d'incertitudes et d'incompréhension pour les syndicats et pour beaucoup de professeurs. C'est très dépendant des collèges. Nous, par exemple, dans mon collège, on a eu beaucoup de besoins qui nous ont été donnés pour organiser ces groupes. Ça nous a permis, par exemple, avec 2 classes, de faire 3 groupes. On se retrouve comme ça avec des groupes de 15 à 20 élèves et c'est donc beaucoup plus agréable à travailler et ça permet aux élèves de beaucoup mieux progresser.
Fabrice Boudot, professeur de mathématiques, joint par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Alors, concernant les 4e et les 3e, le nouveau texte ne parle plus de groupe de besoins, mais simplement d'un accompagnement pédagogique adapté aux besoins des élèves en vue notamment du brevet. Philippe Bilger. Bonheur de voir d'entendre plutôt un professeur content de quelque chose. Et d'ailleurs, si je comprends bien, on a sauvé quelque chose de Gabriel Attal tout de même. Oui. Heureusement. J'attendais le couplet nostalgie sur Gabriel Attal. Parce qu'Elisabeth Borne n'est douée que pour 2 choses. Pour critiquer le Premier ministre ou défaire ce qu'a fait Gabriel Attal. Sinon, elle est mauvaise. Non mais d'accord, ok, on ne touche pas à votre Gabriel Attal, mais de toute façon, il se touche à lui-même tout seul. On peut y toucher, ma chère François. Ah oui, ça, il y a quelques mois, quel changement. De toute façon, Retailleau l'a remplacé dans votre cœur. Vous êtes un cœur d'artichaut, en fait. Pas du tout. Non, mais c'est un cœur d'artichaut. Mais il reste très bon. C'est le seul qui a un cœur de chaque côté. Il reste talentueux. Je n'ai pas entendu dire qu'il était talentueux hier. Moi, je vais répondre en tant que parent d'élève que les groupes de niveau, ça existe depuis longtemps et c'est ce que font les enseignants parfaitement. Moi, j'ai un enfant qui est moins doué en orthographe, ses dictées ne sont pas pareilles que celui qui est plus doué, les exercices sont pas pareils. Donc, les enseignements en bonne intelligence font ça. Cette mesure, je trouve qu'elle est très bonne de prendre un élève, et ceux qui s'y opposent de crainte que leur enfant soit dans le groupe des mauvais, c'est des Desperate Housewives, le groupe des girafes et le groupe des tigres, pour ceux qui ont la référence. Je pense que nous, parents, on est là pour éduquer nos enfants et qu'il n'y a aucune fierté à ce qu'ils soient dans le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, que je suis assez heureuse que mes enfants soient, en fonction de leurs difficultés, dans des groupes adaptés, parce qu'ils progressent toujours beaucoup mieux que ça. J'ai juste peur que les enseignants qui sont tellement débordés en nombre, en effectifs, la seule crainte, je crois qu'ils ont, c'est ça, c'est de ne pas avoir les moyens de bien le faire, mais c'est plutôt une bonne réforme. Cécile, aussi, on faisait des groupes de niveau pour le qui c'est qui l'a dit, vous mettriez qui dans les meilleurs groupes? Nous, on n'a que des niveaux bas, donc... que des niveaux Et puis surtout, groupe les tricheurs. Vous parlez de vous? Où est-ce que j'ai triché? L'arbitre et non, mais où est-ce que j'ai... Oh là là. Moi, je suis groupe tigre, bien sûr. Mais girafe, moi, j'aime bien girafe. Pourquoi? C'est très intelligent, les girafes. Pourquoi on qualifie les girafes de ça? Moi, j'adore. Et je vous rappelle que la girafe, ça voit haut. Ouais, loin. Voilà, c'est ça. Oui, ça va haut et loin, oui. Mais je préfère être et une même girafe. les ânes, il paraît que ça peut être intelligent. C'est super intelligent, les ânes. Et vous ne avez touchez vu pas aux que ânes. quand il a dit ça, c'est vous qui l'avez regardé. Non, oui, je sais, je suis habitué à son comportement Vous ne fielleux touchez envers pas moi. aux ânes. Vous ne touchez pas aux ânes. Les ânes sont des animaux extraordinaires. S'il n'y avait pas eu les ânes très intelligents, il n'y aurait jamais eu de peuplement en montagne. Nous, dans nos vallées, Luz et compagnie, on serait restés à l'âge de pierre. Vive les ânes. Sorbonne. Ouais. Moi, je lui prenais les petites oreilles comme ça, je lui faisais des bisous sur le petit. Oh, trop mignon. Non, mais c'est trop mignon. J'aime les animaux. Moi, j'aimerais faire une émission qu'avec des animaux autour de cette table à qui je poserais des questions. Oh, c'est un peu le cas, vous savez. Allez, merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Parfois, ma bête, c'est un terme tremble. Oui, c'est trop flatteur pour moi. Donc. Allez, donnez la patte, Philippe Bilger. Philippe Bilger, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous. Alors, c'est la moïsation. La moïsation est-elle l'avenir, Françoise de Gouin? L'Algérie, ça se détend et il faut s'en réjouir, en fait. Et Bérangère Dubu? Les manifestations qu'il y a eu hier contre les ZFE, puisque moi j'étais à celle de Montpellier. Voilà, et ça se voit physiquement. C'était dur, visiblement. Allez, j'ai un peu pris hier. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Cette joyeuse bergerie ce soir, Philippe Bilger, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. C'est bien, il y a des moutons et il y a des chèvres, c'est parfait. Ah ouais, c'est ça. Françoise de Gouin, éditorialiste. Vous êtes en train Bérangère Dubu, chef d'entreprise et dirigeante de l'UIC. Nous parlions des mérites comparés des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi, Philippe? Moi, je serais un puma. Oh, c'est beau. Un lion, moi, d'office. Ouais. Parce que le lion peut avancer seul, il n'a pas besoin de compagnon ou de compagne. C'est le lion. Un éléphant, parce qu'ils ont un super esprit de famille, ils vivent entre eux, etc. Ils sont merveilleux aussi, les éléphants. Moi, on aurait une famille d'éléphants, ça nous irait bien. Et vous, Cécile? Non, vous d'abord. Moi, je pense à un lion aussi, c'est mon signe astral. Et vous?
Je pense, non, mais moi je pense que je serais une girafe. Personne n'a pris le putois, c'est drôle. Ah, non. Non, parce que. Mais non. Personne n'a pris le serpent. Et Félix Mathieu, vous seriez quoi? Le putois respectueux. Un labrador. Quoi? Un labrador. Un labrador. Non, mais c'est pas un animal, c'est une marque. Rien à voir. Monsieur Maxime, vous seriez quoi, vous? Un paresseux. Un paresseux. Aude, vous seriez quoi, vous? Aude du Standard. Qui vous répond au 0826 300 300. Une baleine. Une baleine. Cédric a raison, Justine, au digital. Vous seriez quoi, Justine? Un renard. Un renard. Rusé. Un renard argenté. Les renards bisqués, les renards argentés. Eh ben voilà, la c'est ça. pontire. Eh ben, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le tour de table de l'actu des Vrais-Voix. Mais on est chez les fous, là. Oui, je vous le donne en mille. Le meilleur fion, c'est celui de Lucette. Ah, mais là, c'est sérieux. Précisons que le fion, ça se mange. Vous déformez ma sensualité. Arrêtez-vous, quoi. Vous avez vu, vous êtes moches comme des culs, quoi. D'habitude, quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lay. Et il reste 4 secondes pour avaler. Le tour de table. Bravo, Maxime. Non, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais comment on parle comme ça? Moi, quel rapport? Moi, je suis un peu Qui choqué. m'écoutent, faut pas faire ça, quoi. Mais non, mais le fion, c'est un gâteau de Vendée, ma chère. Et quelle heure, demain à l'école, quand ils vont dire maman, elle a dit ça à la radio de maman, vous allez voir. Allez, Philippe Bilger, soyons sérieux. On va être sérieux. La moïsation est-elle l'avenir? Malgré les apparences, si je suis étranger à la gauche, tout en parfois étant intéressé par elle, j'ai toujours été passionné par la philosophie politique, notamment à gauche ou à l'extrême gauche. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le phénomène de moïsisation qui est pris, d'après évidemment Moïse, la mer Rouge scindée en deux, qui cherche à montrer aujourd'hui que en réalité la stratégie de Mélenchon est de considérer qu'il n'y a plus dans un futur proche que l'extrême droite et la gauche radicale, et que donc le bloc centriste bourgeois européiste va disparaître, et notamment le Parti socialiste style François Hollande. Je trouve que c'est passionnant comme analyse, elle est peut-être fausse, en tout cas tout démontre qu'on va doucement vers cela, me semble-t-il, vers une gauche radicale et vers l'extrême droite. D'abord, je comprends pas la moïsation, parce que vous savez, c'est la sortie d'Égypte. La scission. Mais j'ai bien compris, c'est la mer Rouge qui s'ouvre, et là, voilà. C'est le Pessar, c'est la libération, et c'est l'envol, c'est on se libère des chaînes. Bien sûr que c'est tout à fait la stratégie, toujours recherchée éternellement par les lambertistes, par les trotskistes, etc. Et ça ne fonctionne jamais. Il faut quand même forcer de constater, de dire que ça ne fonctionne pas. Et ça ne refonctionnera pas. Tout le prouve d'ailleurs. Vous savez, regardez les derniers scrutins de l'extrême gauche. Quand LFI va tout seul, et ben ça donne échec aux législatives à Grenoble, et ça donne échec à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Donc les faits sont têtus. Moi, je veux bien qu'on continue à théoriser. C'est très puissant, la gauche, pour la théorisation. Et j'en fais partie, de la gauche. Mais évidemment, dans les faits, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes sûr? Pardon. Je crois pas que on se retrouvera à terme avec une extrême gauche, une extrême droite, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ont d'autres aspirations, dont je fais partie. Mais peut-être que ce centre-là s'appellera différemment. Peut-être qu'on aura un vrai parti à l'époque libéral qu'on n'a plus vraiment. Peut-être qu'on aura des partis libertariens. Peut-être qu'on aura des partis entrepreneuriales. En fait, il y aura peut-être d'autres mouvements, mais qui reprendront une politique soit économique, soit sociale au milieu. Mais je ne crois pas que la majorité des Français ne se retrouvent pas dans ces deux extrêmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grands débats ont déjà été tranchés par Jaurès, avec ses grandes disputes avec Jules, comment il s'appelle? Voilà, donc si vous voulez, ces grands débats ont été tranchés, ça a été des débats terribles, ils ont été tranchés au Congrès de Tours par Léon Blum, et Jaurès, ils ont été tranchés entre le communisme, la gauche radicale, aujourd'hui Mélenchon, c'est le parti de gauche en fait, Mélenchon c'est rien d'autre que ça, et la social-démocratie, et qui prône l'union, donc tout ça est tranché déjà. C'est-à-dire que je vois pas les partis apparaître et disparaître, peut-être spontanément et momentanément, comme a pu être En Marche, mais la vie politique française est vraiment vachement structurée depuis très longtemps. La droite orléaniste, voilà. Pardon. Bérangère, manifestation des zones à faible émission hier.
à Montpellier. Dans tout ce et un peu climat partout qu'on d'ailleurs. entend un peu anxiogène, effectivement, je crois qu'il y a quelque chose de très positif et c'était les manifestations hier contre les zones à faible émission. Donc je rappelle ce que c'est que les zones à faible émission, c'est les métropoles, les grandes villes, qui désormais catégorisent les voitures avec des vignettes, critères 0, 1, 2, 3, 4 et 5, je crois. Oui. Et vous ne pouvez rentrer désormais que si vous êtes critère 0, 1, 2, puis à terme 1 et puis 0. Et donc, il y a eu des manifestations partout en France. Et hier, j'étais à celle de Montpellier qui a été organisée, c'est intéressant, et par Laurent Jaoul, qui est le maire d'une commune à côté de Montpellier, Saint-Bresse. Laurent Jaoul, qui est passé dernièrement, je crois, chez vous, un petit peu partout avec Alexandre Jardin, nous montre de nouveau ce que je vous avais dit la première fois que je suis venue, c'est que je crois dans les élus locaux. Et que je crois que hier, ce qu'il y avait de fantastique dans cette mobilisation, c'est qu'on avait des maires, on avait des conseillers municipaux, on avait des députés, on avait des gens de terrain. Et hier, j'écoutais Laurent Jaoul parler et il expliquait à Montpellier avec son accent, il disait quand moi j'ai quelqu'un qui habite Sainte-Drézéry, alors ça parle aux gens de Montpellier, mais qui vient travailler, et il donnait aux journalistes des exemples concrets. Et je mettais ça en rapport avec Agnès Pannier-Runacher qui nous explique que oui, nous sauvons les classes populaires, des émissions à faible, je sais pas trop quoi, etc. Et je me disais, mais l'avenir passe par nos maires, il passe par nos députés, et je ne crois pas aujourd'hui que ce que veulent les gens passe par les partis, et on en revenait un petit peu à ce que les partis disparaissent. Il y a quand même plein de questions où les partis sont totalement déconnectés parce qu'ils pensent par rapport à leur dogme et pas par rapport à leur réalité. On le voit à Montpellier, on a une municipalité qui d'un coup a pris un dogme et que ce dogme-là ne correspond pas à ce qu'il y a sur le terrain. Donc la mobilisation d'hier était bien, il y avait des familles, elle était safe, il y avait des seniors, des personnes de gamme. Je pense qu'il y a aussi un renouveau qui revient avec du bon sens par nos élus locaux. Allez Philippe. C'est très intéressant parce que j'avais entendu Alexandre Jardin ailleurs et il avait une formule qui m'avait touché. Au fond, il ne faut pas que les pauvres polluent l'air des riches. Tout à fait, c'est ça. Et c'est une lutte des classes actualisée qui me plaît beaucoup. Oui, je pense qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact assez bien sur les LFE. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que ça a entraîné. Il faut vraiment revoir ça. C'est pas possible, en fait. C'est impossible. On ne peut pas gouverner, comment dire, un pays pas contre le bon sens, parce que j'ai horreur de cette expression, mais contre une forme de... Si, parfois, il y a le bon sens. Mais comme une forme... Ça existe. Non, mais d'accord, mais comme une forme, en tout cas, de réalité. Le bon sens, c'est un truc globalisant qui veut rien dire, genre, il faut se marier à 16. Le bon sens, c'est une expression très populiste. Non, en fait, je vais finir. Donc, il y a des réalités, il y a des réalités particulières. Donc, vous avez raison de le soulever. Moi, je pense qu'il faut revenir sur les LFE. Vraiment. Françoise de Gois, l'Algérie, apaisement et libération de Sansal. Bon, ça en est peut-être. En tout cas, question d'heures, de 2 jours, en tout cas, fait dire l'Élysée. Voilà, il y a eu, une montée dans les tours très forte. Il y a eu ce qu'on disait toujours, pendant que Bruno Retailleau s'énervait, il y a eu toujours la partie diplomatique, parce que Emmanuel Macron et le président Tebboune n'ont jamais cessé de parler ensemble pendant des mois et des mois. On arrive à une solution où l'Algérie peut sortir, si vous voulez, par le haut. Je pense même que la question de la marocanité, parce que c'est ça qui déclenche tout, c'est la reconnaissance du Sahara occidental pour le Maroc, eh bien, même cette question-là peut être abordée. On a bien senti que l'Algérie est liée au bout et qu'il ne peut pas se fâcher plus que cela avec la France. Et vice versa. Donc, on a atterri, ce qu'on se disait depuis des semaines, sur la solution diplomatique. Maintenant, il faut juste expulser Boualem Sansal pour qu'il rentre vite, parce que c'est une question de jours quand même. Voilà. Un mot. Je dis juste que c'est peut-être parce que Retailleau a beaucoup montré les dents que derrière il y a pu avoir une diplomatie et que chacun a été essentiel dans la négociation. Ouais, bras de fer, gants de velours et voilà. Très juste. Exactement. Philippe Ça, c'est ce qui nous arrange, mais je crois pas du tout que ça soit. Mais après. François. Non, mais arrêtez, on s'en fiche. De toute façon, qui veut le point, qui n'a pas, l'essentiel c'est que Boualem Sansal. Et la réalité, c'est que ce point-là ira à Emmanuel Macron. Merci les amis. C'est pas sûr. Allez, restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix, j'allais le dire, mais il fallait que je trouve mes mots. Les bourses mondiales qui plongent après les droits de douane imposés par Donald Trump. Alors, parlons vrai. Est-ce que ces chutes des bourses sont comparables à la chute de Wall Street en octobre 1929 ? Et à cette question, chute des bourses, va-t-on vers une nouvelle crise mondiale ? Vous êtes plutôt optimiste puisque vous dites non à 64%. Vous voulez réagir au Délit Vraie Voix, attendre vos appels.
toujours 5 centimes d'euros TTC au 0826 300 300. Didier Testo est avec nous, spécialiste des marchés financiers et fondateur de la Bourse et la Vie TV que vous retrouvez tous les dimanches sur Sud Radio dans l'info Eco Plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très rapidement, 50 pays qui veulent négocier. Est-ce que Trump a réussi son pari ? Non, parce que pour l'instant, c'est une vraie crise mondiale. C'est un krach qui est en train de se passer. Donc pour l'instant, non, il n'a pas réussi. Donc il essaiera, mais il n'a pas réussi. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table des vraies voix avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, Bérangère Dubu et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À la bourse de Tokyo, c'est un lundi noir qui se profile. Moins 7,82% à 1 heure de la clôture. Près de moins 10% à Taïwan, moins 7,5% à Singapour, moins 12,3% à Hong Kong, moins 5,6% à Séoul. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. Oui, là, c'est panique sur les marchés. Pour l'instant, beaucoup de peur. Mais avant même d'avoir mal, c'est parce qu'il n'y a pas de choc endogène, vous n'avez pas de virus comme on a connu en 2020 avec le Covid, vous n'avez pas de faillite de banque comme Lehman Brothers en 2008, l'économie mondiale, pour l'heure, continue de tourner. Il n'y a pas marqué Wall Street Institute. Les bourses du monde entier dévisent depuis leur ouverture ce matin suite à l'entrée en vigueur des droits de douane de Donald Trump. Et on vous pose cette question, parlons vrai, est-ce que notre économie peut supporter une nouvelle crise après celle de 2008, les subprimes et le Covid ? Et à cette question, chute des bourses, va-t-on vers une nouvelle crise mondiale ? Vous dites non à 64%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Didier Testo est avec nous, spécialiste des marchés financiers et fondateur de la Bourse et la Vie TV, à retrouver tous les dimanches sur Sud Radio dans l'info Eco Plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Entre la bourse et la vie, mon ignorance relative choisit évidemment la vie. Mais plus sérieusement, et là j'aurais besoin tout à l'heure de vos lumières, d'abord je voudrais être bien certain que le constat absolument pessimiste fait par Trump sur le rôle des pays européens et d'autres d'ailleurs, est-ce qu'il est exact ? Est-ce que les États-Unis sont à cause d'eux en déficit ? Deuxième élément, est-ce que vous avez l'impression que Trump fait de l'économie ou bien cette obsession du rapport de force fait qu'en réalité on sort du jeu mondial classique et que ça ressemble presque à un jeu de Monopoly international où on se demande même s'il est sérieux. Voilà. Alors j'attends avec impatience vos réponses. Oui, il est en train il est dans la dérégulation, il est en train de toute façon d'éliminer toutes les grandes instances comme l'OMC, etc. Moi, mon sentiment, c'est quand même que derrière tout ça se cache, et j'espère que Didier pourra nous éclairer là-dessus, ce que veut faire Donald Trump, c'est ramener la production aux États-Unis. Il veut tout simplement réindustrialiser les États-Unis et, si possible, permettre que les droits de douane, dans un premier temps, fassent baisser les impôts des plus riches, mais en fait, dans une sorte de chimère, élimine carrément le principe de l'imposition qui serait remplacé, auquel se substitueraient les droits de douane. C'est une folie générale parce que c'est tellement fait de façon agressive. Je ne sais pas si le plongeon est durable. Donc, ce que je sais, c'est que la bourse est psychologique en réalité. Petit 1, et que plus tu plonges, et plus tu plonges. Quel est le rebond ? C'est si on apprend qu'il lève les droits de douane. Et deuxième point très important, on se rend compte des fortunes financières en réalité. Ce ne sont pas des fortunes qui sont basées sur le pays réel et l'économie réelle. Ce sont des fortunes qui sont basées sur le profit, la financiarisation, et c'est ça, comme toujours, le drame pour moi. En tant qu'experte, moi je suis une experte en financement et en banque, et je supporte pas que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste m'explique, donc je ne pourrai jamais prendre la parole face à vous, Didier, et je vais écouter religieusement ce que vous avez à dire, parce que je pense que c'est un sujet qui est très spécifique dans la finance, et qu'on a besoin d'experts professionnels, donc je veux boire vos paroles et comprendre. Il faut toujours être modeste sur la bourse. Philippe Bilger parlait de la bourse et la vie, c'est la bourse et la vie des entreprises. La bourse et la vie, c'est ça d'ailleurs, c'est la vie des entreprises. Donc les entreprises aujourd'hui, elles sont concernées, puisqu'on a vu tous les indices de toutes les places, ça a commencé en Asie ce matin,
Et pour parler de l'ambiance générale, il y a eu quelque chose de très important aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a eu une fausse rumeur à un moment donné que les droits de douane étaient reportés de 90 jours. Et alors que la bourse, enfin les indices étaient en train de baisser, tout est remonté, mais de manière spectaculaire. Donc on est dans un moment en fait de panique boursière. Voilà, on peut parler de panique, de krach boursier. C'est ce qui s'est passé. On peut parler de krach. Oui. Parce que c'est rare qu'on parle de krach. Hein. Oui, c'est-à-dire que 1929, 87, c'est rare les krachs. Le cumul de baisses qui se sont produits, effectivement, on n'a pas connu ça depuis 2020, donc la fameuse crise Covid. On n'avait pas connu ça, et ça a touché tous les indices, tous les pays ont été concernés. Pour donner l'exemple d'aujourd'hui, le CAC 40 avec ses 40 valeurs, il n'y en a aucune qui a, toutes elles étaient en baisse. Moins 4%, on clôture à moins 4%. Toutes les valeurs en baisse. Mais pour revenir sur le sujet de Donald Trump, je trouve qu'il est fondamental. C'est-à-dire on le constate, nous en tant que citoyens, en tant que journalistes, on constate toutes les semaines, tous les jours, de la communication. Et j'ai toujours en tête la manière dont les Américains nous avaient expliqué la différence entre les cow-boys et les Indiens, et la manière dont ils avaient montré les Indiens depuis le temps. Là, on a quelque chose, on a Donald Trump qui arrive, qui nous sort des choses, par exemple sur le sujet de la dette que vous avez évoqué. Qui finance la dette américaine? Qui? Les Chinois. Les Européens et les Japonais. Et les Japonais, les gros financeurs. Et c'est intéressant d'ailleurs par rapport à la confrontation qu'il a avec la Chine aujourd'hui. Si les Chinois décidaient de plus financer les États-Unis, les États-Unis seraient dans de graves difficultés. Donc ce qui a changé par rapport aux précédentes crises, c'est qu'on est dans des économies connectées. Nous sommes connectés avec la Chine. Celui qui achète un t-shirt à 4 €, il est connecté avec la Chine d'une manière. Ou celui qui fait ses commandes en ligne sur Amazon, il est connecté avec les États-Unis. Donc cette économie connectée fait qu'on ne peut plus raisonner pays par pays. Allez-y, Philippe. Il n'y a pas tout de même le conflit principal est-il avec la Chine, et est-ce que ça ne peut pas créer de terribles désordres mondiaux? C'est-à-dire que sous l'apparence de ce style de communication, le sujet de fond, quand on parle, vous savez, les entreprises, elles parlent de la supply chain, c'est-à-dire on a des téléphones ici. Voilà. Si on prend l'exemple de l'iPhone, qui est un très bon exemple, iPhone, il vient des États-Unis, des dessins aux États-Unis, c'est fabriqué en Chine. Mais si, effectivement, aujourd'hui, ils voulaient changer, d'abord, ils ont commencé à changer, ils le fabriquent un peu en Inde. S'ils voulaient le faire aux États-Unis, ils n'auraient plus les mêmes marges, tout simplement. C'est aussi simple que ça par rapport au prix de vente. Là, il se dit qu'aux États-Unis, l'iPhone, il va coûter 2200 €. Il est à peu près à 1100 €. Didier, excusez-moi, mais ça me paraît surréaliste de doubler le prix d'un produit sur lequel il y a très peu de main-d'œuvre, parce que tout est fait par des machines. Non, mais il y a autre chose. Mais la marge d'Apple depuis des années, elle est faite de cette, quelque part, industrialisation en Chine, mais il n'y a pas qu'Apple. Il y a de nombreuses entreprises, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, qui ont choisi ça, mais il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est la mondialisation. Est-ce qu'on peut rajouter quand même l'étape la plus importante pour l'iPhone? Vous oubliez de dire que quand il arrive de Chine, il repart aux États-Unis par où? Par l'Irlande. Et c'est ça le vrai sujet. Il y a 12% de j'allais finir, donc voilà. Donc c'est ça le vrai sujet en réalité. C'est non seulement la fabrication, mais c'est par où est-ce qu'il repart. Et vous avez Apple qui rachète depuis l'Irlande avec des droits de douane complètement délirants. C'est pour ça, pour ajouter sur ce sujet États-Unis-Chine, pour moi, il est majeur. Il va falloir le creuser beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve chez Donald Trump, c'est pas la première fois que les Américains se sont isolés, ou en tout cas ont ignoré les autres pays. Mais ça faut remonter au 19e siècle. Donc il faut aller retrouver des anciens économistes. Mais en fait, ce sont les routes commerciales. Où sont aujourd'hui les routes commerciales? Si on prend la Chine, quand vous regardez où ça passe, effectivement, où passe 70%, il y a même un canal qui est dans Malaisie. Ce canal-là, qui est très très peu là, que les États-Unis sont en train de regarder aujourd'hui. Parce que là, il y a 70% du pétrole, par exemple, qui arrive en Chine, qui est importé par la Chine. Panama, vous en avez entendu parler. Et si on parle du côté du canal de Suez, pareil. C'est-à-dire toutes ces routes-là. Et en fait, il y a une volonté de fond des Américains de contrôler ça. Parce que les économistes de l'époque, ils disaient, il y a un moment donné, la croissance a ses limites. Et à un moment donné, il va falloir contrôler. Et ça va aussi sur les matières premières, ça va sur tous ces sujets-là derrière. Donc des stratégies réfléchies. Oui, complètement, par rapport à la scène d'Hollywood. Didier, la question, c'est, on est d'accord que c'est parce que Trump veut tout réindustrialiser aux États-Unis. Ça c'est officiel, c'est ce qu'il dit. Non, mais vous ne pouvez pas. Non, mais quand vous prenez n'importe quelle entreprise qu'on peut connaître, si on prenait des entreprises françaises, ce sujet-là d'industrialisation, vous ne pouvez pas, en claquant des doigts, en disant, vous venez chez moi, il faut 2, 3 ans, 4 ans pour mettre une entreprise.
Oui, on ne peut pas, ces sujets industriels, dire on va tout répatrier. Non, parce que l'usine du monde aujourd'hui, ça reste la Chine. Et ça, on va pas revenir aux États-Unis. C'est comme en Europe. Qu'est-ce qui nous reste en Europe? Il y a l'industrie automobile. C'est la dernière qui reste, mais qui est en train de descendre. Donc, non, l'industrie du luxe aussi en Italie. J'ai une question. Avant-hier, Elon Musk, personnage proche de Donald Trump, dit qu'il faudrait faire une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Cet après-midi, Madame von der Leyen dit « L'Europe est prête à négocier avec les États-Unis. Nous avons offert une proposition de 0 droit de douane sur tous les biens industriels. » Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de rebattre complètement et de faire le TAFTA qui n'avait pas été fait, dont on parlait depuis des années, dans les temps à venir. Dans l'urgence, en fait, bien sûr. Oui, mais ça fait partie de la négociation. Le TAFTA, c'était l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Il y a des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un moment historique. Il faut quand même, je pense, se poser quelques secondes là. Quand vous voyez que les Chinois, les Coréens du Sud et les Japonais se sont mis ensemble sur une faute en disant qu'ils allaient répondre de la même manière ensemble, c'est des choses incroyables qu'on n'aurait jamais pu imaginer, comme nous, Français, se réconcilier aussi vite avec les Anglais, pour prendre ces exemples-là. Donc c'est des sujets géopolitiques majeurs. Et je parlais par exemple du sujet de l'iPhone, mais sur les batteries de téléphone, aujourd'hui, vous savez de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin du dysprosium. Le dysprosium, il y en a un peu en Chine. J'ai regardé, c'est le numéro atomique 66 pour ceux qui nous écoutent, qui sont passionnés par ça. Mais si vous n'avez pas rappelez le tableau de Mendeleïev. Si vous n'avez pas, votre batterie va chauffer et vous avez des risques. Et c'est au Groenland. Bien sûr. Pourquoi Donald Trump s'intéresse au Groenland? Donc il faut voir des raisons économiques derrière, de vraies raisons économiques sur comment reprendre, effectivement, comment potentiellement bloquer la Chine sur certains points. Et vous regardez par exemple que les États-Unis s'intéressent à l'Afrique, alors que en Afrique, il y a plus de 230 ports qui sont gérés par les Chinois aujourd'hui, dont certains ports par des militaires chinois. Et là, les États-Unis commencent à s'intéresser à la Chine. Avec cette petite particularité du Lesotho, par exemple, ce tout petit pays d'Afrique du Sud, ancienne colonie britannique, 50% de douane. En fait, ça veut dire que ce pays peut. Mais ça a été fait sur une île australienne où les pingouins. Donc vous avez des affiches sur les réseaux sociaux de pingouins pas très aimables à l'égard de Donald Trump, parce que c'est une île où il y avait personne. Mais ça veut bien dire qu'il y a eu un affichage qui a été fait, mais il y a eu le Vietnam, parce qu'on sait que la Chine au Vietnam produit de plus en plus au Vietnam, mais vous arrivez à un moment donné sur la bataille, là, aujourd'hui, au moment où on parle, avant qu'il y ait des négociations, où, comme Trump a répondu aux Chinois, vous avez potentiellement 100% d'augmentation des droits par rapport à des produits qui viennent de Chine pour le consommateur américain. Ça n'a aucun sens. Ce qui va lui être tombé dessus, c'est énorme. Et c'est ça le vrai sujet, c'est comment le consommateur américain va réagir sur ce plan-là, et après la confiance. Parce que là, on n'a aucune visibilité. Et c'est pour ça aussi, on parlait des marchés. Ce qui se passe sur les marchés, en fait, c'est les marchés qui tombent, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de visibilité. Et n'importe quelle entreprise, chef d'entreprise aujourd'hui, français ou autre, européen, il se dit, mais j'investis, j'attends. Attends, il n'a aucune visibilité, c'est pas son usine, ça va prendre 2-3 ans. Est-ce que véritablement il le fait? Est-ce qu'il va se taper un droit de douane au final? C'est ça qu'il a créé, Donald Trump, c'est cette instabilité. Certains disent, mais pas tous, que aujourd'hui il y a la récession aux États-Unis, et là il y a Larry Fink, c'est le patron de BlackRock, c'est intéressant. Bien sûr. Pro-Trump qui dit la récession elle est là. Alors en Europe pour l'instant les investisseurs disent il n'y a pas de récession, mais ça fait plusieurs Américains très proches de Trump sur les marchés financiers qui lui disent bon là t'es allé trop loin, c'est dessus. Alors on va voir la négociation le 9 avril, c'est là où on devrait avoir un certain nombre de réponses. S'il y a un certain nombre de réponses positives, on peut se dire que les marchés peuvent revenir à un peu plus de calme, mais rien n'est garanti. Est-ce que ça peut créer un peu d'inflation aussi ? Pour les Américains, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce qui est en train de se passer. On a vu les taux d'intérêt aux États-Unis réagir sur ce plan-là. Le taux à 10 ans, c'est ce qu'il faut regarder, ce que les spécialistes regardent. Le taux à 10 ans, il a monté à cause de ça. Mais il y a des patrons français qui renaclent, non, qui vont à Canossa, qui ne veulent pas, qui sont prêts à aller aux États-Unis. Mais quand vous êtes, certains y sont déjà. Donc ceux qui y sont déjà peuvent produire plus localement. En 2016, ils ont déjà été confrontés à ça, à ce sujet de Donald Trump. Mais là, c'est l'instabilité permanente. Merci Didier Testo. Vous avez fait aimer l'économie à Philippe Bilger. Ça, je peux vous assurer. Vous êtes très clair. Voilà. Alors, choisis la bourse. Spécialiste des marchés financiers et fondateur de la bourse C'est la vie TV, que vous pouvez retrouver tous les dimanches sur Sud Radio dans l'info Eco Plus. Et on est ravis de l'avoir avec nous à Sud Radio. Merci à vous. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci beaucoup Bérangère Dubu, chef d'entreprise et dirigeante de l'UIC, qui est syndicat courtier en crédit. Dans un instant, on va parler
parler citoyenneté avec Philippe David. Citoyenneté, oui, avec 2 très belles associations. On va parler de Charity, comme charity, mais avec un D à la place. Vous allez voir, pour récupérer des fonds pour les bonnes causes. Et on parlera ensuite des documentaires diffusés à la télévision, et notamment de leur importance d'un point de vue associatif pour faire connaître des causes, des problématiques, etc. En tout cas, bonne émission, et nous on se retrouve demain à 17h. Merci à notre équipe formidable. À demain 17h. Passez une très belle soirée avec Philippe David pour l'instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.